Nous sommes un studio de doublage et ce soir nous allons vous raconter une histoire que certains d'entre vous n'oublieront peut-être jamais. Je m'appelle Camille, j'ai 32 ans et 3 jours avant mon mariage, mon père m'a appelé pour me dire qu'il ne me conduirait pas à l'hôtel. Voilà, c'est dit. Mais ce n'est pas vraiment le début. Le début, il remonte à bien plus loin que ce mardi soir où j'étais dans mon atelier avec de la terre sous les ongles et des ciseaux à la main. Le début, c'est peut-être une foire scientifique, un samedi de juin quand j'avais 14 ans, ou une cérémonie de remise de diplôme dont personne n'a parlé, ou une serre construite avec des planches de récupération que ma mère appelait une horreur et que mon père n'a jamais mentionné après le premier jour. Mais je vais essayer d'aller dans l'ordre. Enfin, presque. Ce soir-là, j'étais en train de préparer les compositions florales pour le mariage. 14 centres de table, des roses de ma production, des branches de romarin, des dahlias tardifs que j'avais cultivés depuis le printemps. Mon atelier sentait la terre humide et quelque chose de légèrement sucré que je n'arrive pas à définir autrement que comme l'odeur du travail accompli. La musique jouait doucement, quelque chose avec une guitare acoustique, et je chantonnais sans m'en rendre compte. Mes mains étaient mouillées. J'avais une playlist sur mon téléphone posée sur le bord de l'établi, et quand l'écran s'est allumé avec le nom de mon père, j'ai décroché avec le coude parce que je ne voulais pas salir l'appareil. Papa. Sa voix avait ce ton, celui que je connais depuis l'enfance. Le ton de la mauvaise nouvelle qu'on enveloppe dans quelque chose de neutre pour qu'elle fasse moins de bruit. Camille, j'ai quelque chose à te dire. Je me suis essuyé les mains sur mon jean sans m'en rendre compte. Et il a dit les mots. 6 mots en français. Peut-être 7. Peu importe. Je ne vais pas te conduire à l'hôtel. J'ai posé mes ciseaux. Lentement. Comme on pose quelque chose qu'on ne veut pas casser, mais qu'on ne peut plus vraiment tenir. Il y a eu 5 secondes de silence. 5 secondes, ça ne semble pas long. Ça ne l'est pas, en théorie. Mais quand vous êtes en train de compter dans votre tête, parce que vous ne savez pas quoi dire, parce que vous cherchez la phrase qui n'existe pas, 5 secondes deviennent une espèce de couloir sans issue. J'ai juste dit « Pourquoi ?» Et il a dit le prénom de ma sœur. Élise. Élise, 35 ans. Mariée, 2 enfants. Et apparemment, le centre de toutes les décisions que mes parents prennent encore, y compris les miennes. Tu dois comprendre, Camille. Elle traverse une période difficile. Son mariage, tu sais comment c'est. Je savais, oui, mais c'était mon mariage, pas le sien. C'était mon futur, mon matin de samedi, mes 14 centres de table avec de la terre sous les ongles. Et ça, il ne semblait pas le voir. Ma mère a appelé 10 minutes plus tard, comme si les deux avaient répété. Elle avait cette voix, posée, presque professionnelle, celle qu'elle utilise quand elle a déjà décidé que la conversation est terminée avant d'avoir commencé. Elle m'a dit que je pouvais très bien marcher seule, que beaucoup de mariés modernes le font, qu'il n'y avait pas de quoi en faire un drame. Elle parlait comme si elle lisait une brochure sur les tendances du mariage contemporain. Marcher seule, c'est même un symbole de force, Camille. Tu devrais y voir quelque chose de positif. J'ai raccroché. Je suis sortie sur le pas de la porte de l'atelier et je me suis assise sur la marche en pierre. Il faisait froid pour un soir d'octobre, pas au point de rentrer, mais assez pour voir son souffle. J'ai regardé le jardin que j'avais planté quand j'avais emménagé ici, les hortensias le long de la clôture, la lavande au bord de l'allée, le cornouiller que j'avais mis en terre au premier printemps et qui maintenant me dépassait d'une tête. Je les ai regardés dans le noir et j'ai pensé à rien de précis, ou peut-être à tout en même temps. 48 heures plus tard, 200 personnes allaient se retourner quand les portes de la grange s'ouvriraient, et l'homme à mon bras ne serait pas mon père. Mais je vais vous parler d'avant, parce qu'on ne peut pas comprendre ce soir-là sans comprendre les autres soirs, les autres samedis, les autres silences qui ont précédé. J'ai grandi dans une maison blanche aux volets verts, dans un village près de Dijon. Le genre de village où tout le monde connaît ta voiture mais pas ton deuxième prénom. Mon père était expert comptable, ma mère gérante d'une agence immobilière. Et Élise, ma grande sœur,
était ce que mes parents appelaient entre eux, sans ironie, leur réussite. Élise avait des notes parfaites. Élise avait gagné un concours de piano régional à 12 ans. Élise avait été choisie pour représenter son lycée à un débat interrégional sur l'Europe. Mon père la présentait au dîner de voisins, avec une sorte de fierté qui ressemblait à de la propriété. Cette phrase, je l'ai entendue des dizaines de fois. Élise va faire Sciences Po. Et il la disait comme si c'était déjà fait, comme si l'avenir était une chose qu'on pouvait annoncer à l'apéritif. Moi, j'étais celle qui rentrait avec de la boue sur les genoux. À 14 ans, j'avais construit une serre dans le jardin avec des planches récupérées chez un voisin qui rénovait sa terrasse. Une bâche plastique du magasin de bricolage, une charnière que j'avais démontée d'un vieux placard. La serre faisait 2,10 m de haut et elle n'était pas belle, franchement. Mais en août, elle produisait des tomates de la taille de mon poing. Des variétés anciennes que j'avais commandées avec mon argent de poche après avoir lu un article dans un magazine de jardinage que j'avais trouvé chez notre voisine Madame Renard. Cette année-là, le concours scientifique de mon collège tombait le même samedi que le concours régional de piano d'Élise. J'avais présenté ma serre, la gestion du pH du sol, un journal de bord avec des photos quotidiennes, des courbes de croissance. J'avais gagné le premier prix, un ruban bleu épinglé sur mon panneau par les jurés. Mon père est arrivé 40 minutes après la remise des prix. Les bénévoles rangeaient déjà les tables. Il m'a regardé, a regardé le ruban, et il a dit « Bien joué, ma grande », de la même façon qu'on dit bravo à l'enfant d'un inconnu dans une file d'attente. Puis il a vérifié son téléphone. Il avait manqué la finale d'Élise pour un problème de circulation et il voulait avoir les résultats. La serre est restée dans le jardin 9 ans. J'ai réparé la charnière 2 fois. Remplacé la bâche une fois. Ma mère l'appelait une verrue. Mon père ne l'appelait plus rien du tout. Il n'en a plus jamais parlé. Mais elle continuait à faire pousser des tomates chaque été, que quelqu'un le remarque ou non. Mon bac, je l'ai eu avec mention bien. La même semaine, Élise avait reçu sa lettre d'admission à HEC pour son master. Mes parents ont décidé de combiner les deux événements en un seul dîner au restaurant, un endroit avec des nappes blanches et une carte qu'on ne regarde pas avant d'avoir consulté le budget. Il y a eu 3 discours ce soir-là. Mon père, ma mère, la tante Geneviève, tous les 3 ont parlé d'Élise. Mon père a levé son verre à notre grande réussite. Ma mère a essuyé ses yeux en disant qu'elle avait toujours su. Élise a remercié avec un sourire qui remplissait exactement la pièce. Personne n'a mentionné mon diplôme. J'avais eu mon bac avec une moyenne de 16,2. J'avais été acceptée à l'Institut national d'horticulture d'Angers. J'avais payé moi-même les frais de dossier avec l'argent gagné à tondre les pelouses et à planter des massifs pour 6 voisins depuis ma 3e. Quand j'en avais parlé à ma mère, elle avait posé sa tasse de café et m'avait regardé comme si j'avais dit quelque chose dans une langue étrangère. L'horticulture, c'est pas vraiment une carrière, Camille. 5 mots. Elle les a dit une fois devant moi et apparemment beaucoup plus souvent dans mon dos. Madame Renard, notre voisine, la plus proche amie de ma grand-mère Madeleine, me l'a dit des années plus tard. Elle avait entendu ma mère au téléphone avec sa sœur. Camille fait du jardinage, tu te rends compte. Je ne sais même pas quoi dire aux gens. Les études d'Élise à HEC, elles ont coûté 22 000 € par an, payées intégralement par mes parents. Je sais le chiffre parce que ma mère l'a mentionné à Noël comme si c'était une information d'intérêt public. Mes études à moi, je les ai payées seule. Travaux de jardinage l'été. Stagiaires en pépinière pendant l'année scolaire. Prêt étudiant pour le reste. Personne n'a annoncé mon solde bancaire autour de la table. Élise a épousé Sébastien Marchand 3 ans après HEC. Consultant en stratégie. Costume gris anthracite à la répétition du dîner. Montre qui coûtait probablement plus que mon camion. Mes parents rayonnaient au mariage comme s'ils avaient personnellement organisé la bourse de Paris. Puis les enfants sont arrivés. Clara d'abord, 5 ans maintenant. Antoine 2 ans après,
3 ans aujourd'hui. Mon père avait pris sa retraite de son cabinet la même année, et ses 2 enfants étaient devenus le centre de son univers. Il conduisait jusqu'à Lyon, où habitait Élise 3 fois par semaine. Il avait construit une balançoire pour Clara. Il lisait le même livre de train à Antoine 47 fois, parce qu'Antoine hurlait s'il s'arrêtait. Et Élise l'avait remarqué. Elle avait remarqué la façon dont mes parents pliaient quand c'était elle qui demandait, la façon dont un modèle suffisait à rearranger un dimanche entier. Et elle avait compris que les enfants étaient un levier qu'elle pouvait utiliser. La première fois, c'était pour une photo de famille. Élise voulait qu'on la reprenne sans moi en arrière-plan. Mon père m'a demandé de m'écarter. La deuxième fois, c'était pour la place au bout de la table à Noël. Mon père la lui a donnée. La troisième fois, je l'ai entendue moi-même. Mon père avait oublié que j'étais dans la cuisine. Il était au téléphone, haut-parleur, et j'entendais la voix d'Élise aussi clairement que si elle était là. Si tu l'accompagnes à l'hôtel, je n'amène pas les enfants à Noël. Mon père a laissé passer un silence. On entendait sa respiration dans le téléphone. Puis la voix d'Élise, calme, exercée. Je suis sérieuse, papa. C'est trop pour moi en ce moment. Tu sais ce que je traverse. Et mon père a dit « D'accord, Nessa. D'accord. » Ma mère est entrée dans la cuisine 30 secondes plus tard. Elle a vu mon visage. Elle a compris que j'avais entendu. Sa réaction n'était pas des excuses. C'était une explication. Elle est leur mère, Richard. Ne la pousse pas à bout. Voilà la hiérarchie. Élise. Les petits-enfants. Le confort de mes parents. Et quelque part en dessous, moi. J'ai rencontré Julien Moreau un mardi d'avril il y a 3 ans. J'étais en train d'installer un jardin de pluie pour un projet de drainage municipal le long d'une route départementale près de Beaune. Il était l'ingénieur structure qui supervisait un pont à 60 mètres en amont. On s'était retrouvés sur le chantier à 6h30 du matin tous les deux. On buvait tous les deux du café noir dans des thermos. Il m'avait vu porter un porte-greffe hors de mon camion et avait traversé le chantier sans qu'on lui demande rien. « Tu as besoin d'un coup de main. Je m'en sors. »« Je sais, » il avait dit, « mais mon café est fini et je m'ennuie. » C'était la première phrase que Julien m'avait jamais dite qui ne concernait pas les niveaux de drainage. Notre premier rendez-vous, c'était une visite dans une pépinière suivie de sandwichs sur le bord d'une route de campagne. Il avait de la boue sur les chaussures. Moi aussi. C'était l'une des soirées les plus naturelles de ma vie. Il m'avait présenté à son père 2 semaines plus tard. Robert Moreau, 61 ans, retraité, ancien ébéniste. Il vivait seul dans la même maison qu'il avait rénovée avec les mains de Julien quand Julien avait 16 ans. Sa femme, Suzanne, était morte d'un cancer du pancréas 8 ans plus tôt. Il y avait un atelier dans l'arrière-cour avec de la sciure sur toutes les surfaces et une radio réglée sur une station qui passait de la variété française des années 80 à un volume qui laissait penser qu'il croyait que Claude François devait servir de bande sonore permanente à toute activité humaine. Robert m'appelait gamine dès la 3e semaine. Au bout du 2e mois, il m'avait fabriqué une étagère pour mon atelier. Chêne blanc, joints en queue d'aronde. Il avait gravé mes initiales à l'intérieur du panneau gauche. CM, assez petit pour qu'on rate si on ne sait pas où regarder. Je passe mes doigts sur ces lettres chaque matin quand j'ouvre l'atelier. Tu as de la terre sous les ongles. Il m'avait dit la première fois qu'il avait visité ma serre. C'est bien. Ça veut dire que tu as construit quelque chose aujourd'hui. Personne dans ma famille ne m'avait jamais dit ça. Julien a demandé ma main dans le jardin botanique que j'avais conçu pour la médiathèque de la ville. C'était un soir d'octobre. Les érables du Japon avaient cette couleur bordeaux profonde qui fait s'arrêter les voitures. Il s'était mis à genoux, à côté du banc en pierre que j'avais intégré au chemin 2 étés plus tôt. J'avais dit oui avant qu'il ait fini sa phrase. Ce soir-là, j'avais appelé mes parents. Mon père avait décroché à la 4e sonnerie. Je lui avais annoncé. Il y avait eu un silence d'environ 3 secondes. Puis, félicitations. Pas, je suis heureux pour toi. Pas, raconte-moi tout. Juste le mot qu'on dit quand un collègue annonce une promotion. Ma mère avait pris le téléphone.
C'est une bonne famille. Pas une question sur ma joie. Pas une question sur la bague, ou le jardin, ou le soir. Une question sur sa famille, comme on poserait une question sur son casier judiciaire. Son père est ébéniste, j'avais dit. Le silence avait duré 2 secondes. Le genre de silence où quelqu'un choisit de ne pas dire ce qu'il pense. J'avais envoyé l'invitation par la poste. Je l'avais dessinée moi-même. Des illustrations botaniques sur les bords, une fougère pressée à l'intérieur. Je l'avais déposée dans leur boîte aux lettres parce que je ne voulais pas les regarder l'ouvrir. J'avais aussi demandé à mon père de me conduire à l'hôtel. Il avait dit oui rapidement, presque par réflexe, comme quelqu'un qui tient une porte sans vraiment regarder qui passe. Julien m'avait dit ce qu'il dit toujours quand je donne à mes parents une chance qu'ils n'ont pas méritée. Il avait posé sa main sur mon genou et m'avait regardé avec ses yeux marrons tranquilles. « Tu sais qui ils sont, Cam ?»« Je sais, mais je veux leur donner encore une chance. » Il avait hoché la tête. Il ne me dit jamais quoi faire avec ma famille. Il s'assure juste qu'il y a quelque chose de doux où atterrir après. L'appel est venu un mardi soir, 3 jours avant le mariage. J'étais dans l'atelier en train de terminer les dernières roses pour les compositions. 14 arrangements, chacun noué à la main. La radio passait quelque chose avec un violon et je fredonnais quand le téléphone a éclairé l'établi. « Papa. »« Camille, j'ai quelque chose à te dire. » Sa voix avait ce ton, le ton client, difficile, neutre, détaché, professionnel dans le mauvais sens du mot. Je ne vais pas te conduire à l'hôtel. Les ciseaux étaient encore dans mon autre main. Je les ai posés lentement, de la façon dont on pose quelque chose quand on n'est pas sûr de pouvoir le tenir sans le casser. Élise dit que ça la ferait souffrir, papa. Élise ne se marie pas. C'est moi qui me marie. Elle dit que me voir te donner à quelqu'un serait trop douloureux pour elle en ce moment. Son mariage traverse une mauvaise passe. Tu le sais. Alors le jour de mon mariage, c'est une question de ses émotions à elle. Silence. Long. J'entendais la télévision dans son bureau. Un jeu télévisé. Je suis désolée, Camille. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas pleuré. Je lui ai posé une seule question. La seule qui comptait vraiment. Est-ce qu'Élise t'a encore menacée avec les enfants ? Autre silence. Sa voix s'est faite plus basse, comme si quelqu'un pouvait entendre. Elle a dit que si je t'accompagnais, elle n'amènerait pas Clara et Antoine à Noël. Et voilà, le levier. Le même levier qu'elle actionnait depuis des années et auquel il cédait à chaque fois. Ses petits-enfants échangeaient contre le jour du mariage de sa fille. Et il avait accepté l'échange sans hésiter. D'accord, papa. Camille, je t'en prie, tu dois comprendre. D'accord. J'ai raccroché. J'ai posé le téléphone sur l'établi. J'ai repris les ciseaux. J'ai terminé le 14e arrangement. Mes mains ne tremblaient pas. J'aurais voulu qu'elles tremblent. Des mains qui tremblent auraient voulu dire que j'étais surprise. Je ne l'étais pas. J'étais juste enfin à court de surprise. Ma mère a appelé 10 minutes plus tard, pile dans les délais. Isabelle Fournier ne laisse pas de fils qui traîne. Ton père t'a parlé. Oui. Camille, n'en fais pas un drame. Les mariés modernes marchent seuls. C'est même plus symbolique comme ça. Certaines le font exprès. Elle disait symbolique de la façon dont on dit bio quand on n'achète pas bio. Maman, j'ai demandé à papa il y a 1 an. Il avait dit oui. Les choses changent. Ta sœur souffre et toi, tu ne souffres pas. J'ai failli rire. Vraiment. Parce que le calcul était tellement parfaitement Isabelle. La douleur d'Élise pesait plus que la mienne parce qu'elle avait toujours pesé plus. Pas parce qu'elle était plus grande, juste parce qu'elle était la sienne. Arrête de chercher le conflit, Camille. C'est pas le bon combat. J'ai raccroché. Je suis allée sur le perron. Je me suis assise sur la marche du haut. L'air d'octobre était assez froid pour voir son souffle, mais pas assez pour rentrer. Je tenais mon téléphone dans les 2 mains et je regardais le jardin. Julien m'a trouvée 20 minutes plus tard. Pas de larmes, juste assise, tenant le téléphone comme quelque chose dont je n'étais plus sûre de vouloir. Il s'est assis à côté de moi, n'a pas demandé ce qui s'était passé, n'a pas dit « je te l'avais dit ». Il a juste mis son bras autour de mon épaule et a attendu. Après un moment, je me suis levée. Je suis entrée dans l'atelier.
Je me suis arrêtée devant l'étagère en chêne que Robert avait fabriquée. J'ai passé mes doigts sur le panneau intérieur. J'ai trouvé les lettres gravées. CM. Je les ai tracées 2 fois, et puis je suis allée dormir. Le lendemain matin, mercredi, 2 jours avant le mariage, Julien avait fait des œufs brouillés, avec de la ciboulette de la jardinière qu'il garde sur le rebord de la fenêtre pour moi, parce que j'arrive, inexplicablement, à tuer les plantes d'intérieur tout en gérant une entreprise de paysagisme. Il a posé l'assiette, s'est assis en face de moi, a attendu. Mon père n'est plus là pour me conduire. Je t'ai entendu au téléphone hier soir. Il a versé le café. Qu'est-ce que tu veux faire? Pas, je vais arranger ça. Pas, laisse-moi appeler quelqu'un. Juste, qu'est-ce que tu veux faire? C'est Julien. Il ne sauve pas les gens. Il se tient à côté d'eux et leur tend ce dont ils ont besoin. Je ne veux pas marcher seul. Alors tu ne marcheras pas seul. Il a pris une gorgée de café, posé la tasse, m'a regardé avec cette façon qu'il a de regarder un plan structural. Calme, concentré, déjà 3 étapes en avance. Papa s'entraîne à faire son nœud de cravate depuis les fiançailles. Je l'ai regardé chercher des tutoriels sur Internet 2 dimanches de suite. Je ne peux pas lui demander ça. C'est trop. Cam. Cet homme a construit une étagère qu'il n'avait pas à construire. Il conduit 40 minutes jusqu'à ton atelier le samedi pour réparer des choses que tu ne lui as pas demandé de réparer. Il a posé ton couvert à la table du dimanche 2 mois après qu'on a commencé à se voir et il ne l'a jamais enlevé. Il a regardé son café. Il attendait. Il voulait juste pas franchir la limite. L'idée de ça a ouvert quelque chose dans ma poitrine. Pas de la douleur. Quelque chose de plus chaud. La réalisation que la personne dont j'avais besoin était là depuis 3 ans, à poncer du bois dans son garage, à m'appeler gamine, à se présenter à chaque chose que mes propres parents avaient manqué. D'accord, j'ai dit, je vais lui demander aujourd'hui. Sophie a appelé 1 heure plus tard. Mon amie depuis le lycée, demoiselle d'honneur, le genre de femme qui te dit que ta coupe de cheveux est ratée avant un rendez-vous galant et qui la répare en 90 secondes. Elle était passée chez le coiffeur ce matin-là et était tombée sur Élise. Même coloriste, apparemment. Les petites villes ont des tentacules longs. Ta sœur était là, Sophie m'a dit, et elle n'était pas discrète. Qu'est-ce qu'elle a dit? Elle racontait ton mariage à la coloriste, comment c'est stressant pour elle, comment tout tourne autour de Camille encore. Sophie a marqué une pause. Elle a dit, et je cite mot pour mot, Camille attire toujours toute l'attention depuis qu'elle a lancé son histoire de jardinage. On dirait que le reste d'entre nous n'existe plus. J'ai fermé les yeux. Camille attire toujours toute l'attention. Moi, celle qui avait gagné un concours scientifique devant une chaise vide, celle dont le dîner de remise de diplôme s'était transformé en fête d'admission à HEC, celle dont la carrière avait été publiquement qualifiée de pas sérieuse par sa propre mère. Elle a aussi dit, et j'aimerais l'avoir inventé, sa petite entreprise de jardinage, c'est même pas du vrai travail. Voilà, la même phrase. Les mots d'Isabelle dans la bouche d'Élise, transmis comme une recette de famille que personne n'avait demandé. La voix de Sophie s'est adoucie. Elle n'est pas en colère contre le mariage, Cam. Elle est jalouse. Tu as Julien. Tu as ton entreprise. Tu as une vie qui n'a pas besoin d'elle pour exister et elle ne supporte pas ça. J'ai laissé ça reposer un moment. Sophie a raison sur la plupart des choses et elle avait raison sur ça. Élise ne voulait pas que mon père m'accompagne parce que ça lui ferait mal. Elle voulait qu'il reste chez lui parce que mon bonheur était quelque chose qu'elle ne pouvait pas contrôler et contrôler l'aller était la chose la plus proche qu'elle pouvait faire. Je devrais vous parler du Noël précédent. Élise avait reçu tout le monde chez elle à Lyon parce qu'Isabelle avait insisté. Ta sœur a la plus grande salle à manger. C'était techniquement vrai. C'était aussi complètement à côté du sujet. Sébastien était là en pull de cachemire et chaussures de ville, à vérifier son téléphone pendant le repas. Je l'ai compté, 11 fois pendant qu'on mangeait. J'ai compté parce que j'étais assise en face de lui et qu'il n'y avait rien d'autre à regarder pendant qu'Isabelle décrivait la rénovation de la cuisine d'Élise. Élise était bruyante ce soir-là, pas son bruit normal.
le bruit de quelqu'un qui essaie de remplir une pièce pour que personne n'entende le silence en dessous. Elle riait à des choses qui n'étaient bateau pas drôles. Elle remplissait des verres, encore à moitié pleins. Elle a touché le bras de Sébastien 2 fois, et il n'a pas réagi les 2 fois. Puis Clara a dit quelque chose. Elle avait 5 ans. Elle avait de la purée sur le menton, et elle l'a dit de la façon dont les enfants de 5 ans disent tout, clairement, sans savoir ce que ça veut dire. Pourquoi papa? Il dort dans le bureau. Le silence s'est abattu sur la table. Sébastien a levé les yeux de son téléphone. Le visage d'Élise a fait quelque chose que je n'avais jamais vu avant. Il s'est effacé. Pas de colère, pas de gêne, quelque chose sous les deux. Mon père a toussé et demandé à Antoine s'il voulait encore du pain. Mais j'avais vu les mains d'Élise. Elle tremblait quand elle a rempli le vin. Un léger tremblement, 2 secondes. Puis elle s'est redressée, a souri, a passé les érelles comme si rien ne s'était passé. J'ai compris quelque chose ce soir-là. Le mariage d'Élise ne traversait pas une mauvaise passe. Il s'effondrait. Et au lieu d'y faire face, elle réarrangeait les meubles au-dessus des fissures. Mon mariage était le dernier meuble qu'elle devait déplacer. Le mercredi matin, 2 jours avant la cérémonie, j'ai conduit jusqu'à chez Robert. Il habite un chemin sans issue à quelques kilomètres de Beaune. Une maison en pierre, un jardin mal entretenu qu'il trouve parfait comme ça, et un atelier dans l'arrière-cour qui sent le bois de cèdre et l'huile de lin. La radio y joue en permanence quelque chose des années 80. Je crois qu'il ne l'éteint jamais. Comme si le silence lui coûtait quelque chose. Il ponçait un fauteuil à bascule en teck quand je suis arrivée. Un beau grain. Il était en tablier, la sciure intégrée au tissu comme une deuxième texture permanente. Je me suis tenue à l'entrée de l'atelier pendant 10 secondes complètes avant qu'il lève les yeux. Gamine. Il a soufflé la poussière sur la coudoir. Le café est pris à l'intérieur. Robert. Il a dû entendre quelque chose dans ma voix, parce qu'il a posé le papier de verre immédiatement. Il s'est retourné pour me faire face. A essuyé ses mains sur le tablier. Mon père n'est plus là pour me conduire à l'hôtel. Il n'a pas dit « Je suis désolé ». Il n'a pas demandé pourquoi. Il n'a pas secoué la tête, ni offert de commentaires sur mon père ou ma famille ou la situation. Il m'a juste regardé avec ses yeux gris tranquilles, les mêmes yeux que Julien, et il a dit 5 mots. « Quand tu as besoin de moi ». C'est la phrase. C'est tout. Pas d'hésitation. Pas « tu es sûr ». Pas « laisse-moi y réfléchir ». L'homme était en train de poncer un fauteuil, et la respiration qui a suivi, il l'utilisait à me proposer d'entrer dans mon avenir, comme si c'était déjà noté dans son agenda. Samedi. La cérémonie est à 15h. Je serai là à midi. Il a repris le papier de verre, a recommencé à poncer, puis, plus doucement. Gamine, j'attendais que quelqu'un demande. J'ai pleuré dans la voiture sur le chemin du retour. Première fois en toute la semaine. Les 48 heures qui ont suivi ont glissé comme un courant. Sophie a géré la logistique avec l'efficacité sereine de quelqu'un qui a organisé 3 baby showers et une surprise d'anniversaire pendant une coupure d'électricité. Le plan de table a été mis à jour. La chaise à la tête de la table des mariés a été réassignée. Le siège au premier rang, côté allée centrale, portait maintenant un carton avec le nom de Robert Moreau. Julien avait emmené son père faire les boutiques le jeudi après le travail. Robert avait une veste sport de 2018 qu'il jurait être encore à sa taille. Julien m'a envoyé une photo depuis la cabine d'essayage. Robert dans un nouveau costume gris anthracite, l'air simultanément fier et mal à l'aise, ses mains rugueuses qui dépassaient des manches pressées comme si elles n'appartenaient pas au même ensemble. Julien avait écrit sous la photo. Il m'a demandé 3 fois si la cravate était droite. J'ai écrit mes vœux ce soir-là, dans l'atelier. L'étagère en chêne à ma gauche, les initiales gravées de Robert sur le panneau intérieur. Un plateau à découper qu'il avait commencé pour notre cadeau de mariage et qu'il croyait que je ne savais pas. J'ai écrit à la main au dos d'un plan de jardin. J'ai barré des lignes. J'ai recommencé. J'ai fini par quelque chose de simple. Je te choisis, toi
et je choisis la famille qu'on construit, pas celle qu'on nous a donnée, celle qu'on fabrique avec nos mains, chaque jour, depuis le sol. Mes parents n'ont pas appelé le mercredi, pas le jeudi non plus, pas de texto, pas de message vocal, pas de changement d'avis de dernière minute. J'ai vérifié mon téléphone 2 fois le jeudi soir, puis je l'ai mis dans le tiroir de la cuisine. Le jeudi après-midi, 2 jours avant le mariage, j'étais en train de réorganiser les compositions dans l'atelier quand on a frappé à la porte d'entrée. Madame Renard, 68 ans, cheveux argentés toujours coiffés. Elle habitait à 3 maisons de chez mes parents et avait été la plus proche amie de ma grand-mère Madeleine pendant 40 ans. C'était elle qui me gardait quand mes parents sortaient, qui m'avait appris à faire de la confiture de Mirabelle, qui m'avait dit des années plus tard ce que ma mère racontait de ma carrière dans son dos. Elle se tenait sur mon perron en tenant une enveloppe jaunie. « Ta grand-mère m'a demandé de te donner ça », elle m'a dit, la semaine avant sa mort. Elle m'a demandé de garder cette lettre jusqu'à ton mariage. Les yeux de Madame Renard étaient humides. Je la porte depuis 11 ans, Camille. Je commençais à me demander si je la verrais partir. L'enveloppe était douce au bord. L'écriture de ma grand-mère sur le devant. Juste mon prénom. Camille. Je l'ai ouverte à la table de la cuisine. Madame Renard s'est assise en face de moi sans parler. La lettre faisait 12 phrases. Madeleine avait toujours été efficace avec les mots. Camille, quand tu liras ça, tu t'apprêtes à entrer dans la pièce la plus importante de ta vie. Je voudrais être là. Je voudrais dire à ta mère de s'asseoir et de te laisser briller. Je voudrais dire à ton père de lever les yeux de ce qui le distrait et de te voir. Mais je connais cette famille. Alors laisse-moi te dire ce qu'ils ne diront pas. Tu as toujours été celle qui construit. Depuis cette serre jusqu'à ce que tu construis maintenant. Tu fais pousser des choses là où rien n'existait. N'attends pas qu'ils le voient. Les gens qui se présentent sont ta vraie famille. Je t'aime. Construis quelque chose de beau. Je l'ai lu 3 fois. Je l'ai plié soigneusement et mise dans la pochette que je porterai le samedi. Les gens qui se présentent sont ta vraie famille. Le soir de la répétition, Robert a conduit 40 minutes depuis Beaune. Il est arrivé 20 minutes en avance et a aidé les traiteurs à déplacer des tables parce qu'il les avait vus peiner et ne pouvait pas regarder quelqu'un porter une table pliante de la mauvaise façon. 30 invités, tous du côté de Julien, quelques amis, à moi. Alexis, ma colocataire de fac. 3 femmes de l'atelier du jardin potager que j'anime le samedi matin pour des mamans du quartier. Madame Renard. Sophie, bien sûr. Personne de ma famille. La grange était belle. Poutres en chêne apparent, guirlandes lumineuses, composition de fleurs sauvages que j'avais cultivées moi-même. Lavande et nigelle, dahlia tardif, branches de romarin, parce que ma grand-mère disait toujours que le romarin, c'est pour le souvenir. L'autel était encadré d'un clématite grimpant que j'avais guidé sur un treillis en bois que Julien avait fabriqué. Ça sentait la terre et l'octobre. Robert s'est levé pour porter le toast. Il a tenu son verre de la façon dont il tient un ciseau à bois. Fermement, comme s'il l'avait décidé. Je ne suis pas un homme de grandes phrases. Demandez à Julien, il confirmera. Petit rire. Mais je vais dire ça. Il y a 3 ans, une femme s'est pointée sur le chantier de mon fils et a sorti un porte-greffe de son camion, comme s'il lui devait quelque chose. Je l'ai aimé tout de suite. Il m'a regardé. J'ai jamais eu de fille. Dieu m'a juste fait attendre un peu plus longtemps. La pièce s'est tue. Sophie avait une serviette contre les yeux. Julien a posé sa main sur mon genou sous la table. Robert a levé son verre. À Camille, qui fait pousser les choses. J'ai regardé son poignet, un peu de sueur prise dans le pli de sa manche. Il était venu directement de l'atelier. Il venait toujours directement de l'atelier. Le vendredi soir, à 40 minutes au sud, mon père était assis dans son garage. Je ne le savais pas à ce moment-là. Sophie m'a raconté ça des semaines plus tard, tenue de son ami qui habitait dans le quartier de mes parents et avait croisé mon père à la station-service. Il avait l'air d'un homme qui porte quelque chose de trop lourd pour le poser et de trop douloureux pour le tenir.
Il était assis sur une chaise pliante dans le garage, là où il garait sa voiture, à regarder le mur. Il y avait une photo sur le panneau à outils. Moi, à 12 ans, tenant une tomate de la serre, souriant, comme si j'avais inventé la lumière du soleil. Il l'avait accrochée des années plus tôt et n'avait apparemment jamais enlevé, même quand ma mère lui avait fait démonter la serre elle-même. C'est une verrue, Richard. La photo était restée. Isabelle était sortie le trouver à 21h. On y va demain. Mon père l'avait regardé. Je crois qu'on devrait. Très bien, mais on s'assoit au fond. Je ne vais pas laisser Camille faire de ça une déclaration. Mon père avait hoché la tête. Il avait ouvert son téléphone, avait tapé un message. « Je suis fier de toi, Camille. » Il avait relu longtemps. Puis il avait effacé chaque mot. Il avait verrouillé le téléphone et était rentré à l'intérieur. Je n'ai pas su pour ce message avant beaucoup plus tard. Mais j'y pense parfois. Pas avec tristesse, plutôt avec une sorte de fatigue compréhensive. Mon père n'est pas un homme cruel. C'est un homme faible. Et la faiblesse, quand elle s'installe dans la même maison que le contrôle, devient de la cruauté par défaut. Le vendredi soir, à 22h05, mon téléphone a vibré. Élise. J'ai entendu dire que tu n'es pas seule pour marcher. Qui t'accompagne? J'ai regardé l'écran. J'ai posé le téléphone face contre la table. Je n'ai pas répondu. 11 minutes plus tard, Sophie m'a envoyé une capture d'écran. Élise lui avait envoyé un message. « Tu sais qui accompagne Camille demain ?» Elle répond pas. La réponse de Sophie était un seul point. Rien d'autre. Je l'ai aimée pour ça. Élise avait appelé mon père ensuite. Je le sais parce que mon père avait envoyé un message à Julien. Pas à moi, à Julien. À 22h15. Élise est contrariée. Elle pense que Camille amène quelqu'un pour nous embarrasser. Peut-être qu'on ne devrait pas venir. Julien m'a montré le message. Il avait rédigé une réponse, l'avait effacée, en avait rédigé une autre, l'avait effacée aussi. Puis il avait posé son téléphone et m'avait regardé. Ton père vient de demander si on essayait de les embarrasser. À mon propre mariage. J'ai respiré, j'ai soufflé. Isabelle avait rappelé mon père. Je l'ai su par la suite via Madame Renard, qui avait des sources que je n'arriverai jamais à cartographier entièrement. Isabelle avait dit à mon père qu'ils iraient. Je ne vais pas lui donner la satisfaction de dire qu'on était absent. C'est de l'Isabelle classique. La présence comme position stratégique, pas comme geste d'amour. Et alors le dernier message de la nuit d'Élise à mon père, transmis plus tard par le même réseau, Madame Renard. Si vous y allez, j'y vais aussi. Voilà le tableau. Samedi, un mariage, 200 invités, un ébéniste en costume gris anthracite et 3 spectateurs non attendus au fond qui pensaient encore que la journée parlait d'eux. Le samedi, je me suis réveillée à 5h15. La maison était sombre. Julien avait dormi chez son père. Tradition, même si je soupçonnais surtout qu'il voulait s'assurer que Robert ne passerait pas la nuit à vérifier son nœud de cravate dans le miroir de l'entrée. J'ai fait du café. Je me suis assise sur le perron. Le jardin était dans cette brume du petit matin où tout ressemble à une aquarelle laissée sous la pluie. Les hortensias le long de la clôture s'estompaient un peu à cette saison. La lavande tenait encore. La lavande tient toujours plus longtemps qu'on ne l'espère. Mon téléphone avait 2 messages. Robert. Prête quand tu veux, gamine. La cravate est droite. J'ai vérifié 4 fois. Et Julien. Je t'attends au bout de l'allée. Je serai celui qui peut pas arrêter de sourire. J'ai regardé mes mains. Les cales sous les doigts. La cicatrice sur le pouce gauche d'une réparation de serre mal négociée à 17 ans. Un peu de terre sous l'ongle de l'annulaire droit que j'avais dû rater sous la douche. Ses mains avaient construit une serre à 14 ans. Planté la lavande et les hortensias. Creuser des massifs pour 6 voisins à 40 € la séance. Signer un registre de commerce. Arranger 14 compositions florales pour un mariage que mes propres parents n'arriveraient pas à honorer avec grâce. J'ai fini mon café, lavé la tasse, pris une douche, séché mes cheveux, les ai remontés avec l'épingle en nacre que Madame Renard m'avait donnée avec la lettre. Elle appartenait à ma grand-mère.
Elle la portait à son propre mariage en 1974. J'ai pris la pochette avec la lettre de Madeleine. J'ai conduit jusqu'à la grange. La grange était une ancienne propriété viticole reconvertie, à quelques kilomètres en dehors de la ville. Poutres apparentes, côté ouvert, le genre d'endroit qui a l'air de marier des gens depuis un siècle, même si la première location de salle remonte à 2017. Sophie était déjà dans la salle de préparation quand je suis arrivée, sa trousse à maquillage ouverte et un verre de jus de raisin à la main. Tu ressembles à une femme debout depuis 5h15, 5h20. Assieds-toi. Elle a travaillé vite. Baise, blush, un rouge à lèvres qu'elle appelait calme souverain et que je suis à peu près certaine qu'elle avait inventé sur le moment. Madame Renard est arrivée à 10h avec un petit écrin en velours. Les boucles d'oreilles, perles à pendentifs de ma grand-mère. Quelque chose d'emprunté et quelque chose d'ancien. Ensemble. Alexis et les 2 autres amis d'études sont arrivés ensuite. On était 5 dans la salle de préparation. Sophie qui rectifiait mon chignon. Madame Renard assise dans le coin comme une femme qui attendait cet instant depuis 11 ans. Pas de mère, pas de sœur. Sophie a surpris mon regard vers la porte une fois. Arrête de regarder cette porte, Cam. Tout le monde qui compte est déjà dans cette pièce. Elle n'avait pas tort. Mais ça faisait quand même mal. La façon dont une vieille échymose fait mal quand on la heurte contre quelque chose qu'on croyait avoir déplacé. Un coup à la porte à 10h45. Sophie a ouvert. Robert était dans le couloir dans son nouveau costume gris anthracite. Chemise blanche, cravate marine que Julien avait choisie. Ses mains pendant de chaque côté, toujours rugueuses, toujours marquées par des décennies de bois et de clous et de choses construites pour d'autres. Il m'a vu dans ma robe et il s'est arrêté. Pour un homme qui passe sa vie à mesurer des coupes au 16e de millimètre, Robert est remarquablement imprécis avec ses émotions. Ses yeux se sont remplis immédiatement. Sa mâchoire s'est serrée. Il a cligné des yeux 2 fois fort. Et alors il a dit « Oh, gamine, pleure pas, Robert. Je viens juste de finir mon mascara. Je pleure pas. C'est la sûre, elle est partout. » Sophie a ri depuis l'autre bout de la pièce. Madame Renard a souri. Il a sorti de la poche de sa veste un petit écrin en noyer. Fait à la main, verni. À l'intérieur, un boutonnière. Feuilles de chêne séchées, gypsophile, le tout noué avec de la ficelle de lin. Je l'ai faite ce matin. Les fleurs de boutique, ça m'aurait pas semblé juste pour toi. J'ai épinglé la boutonnière à son revers. Les feuilles de chêne venaient de son atelier. Même bois que l'étagère, même bois que le plateau à découper. Même bois qui faisait partie de mon quotidien depuis 3 ans, intégré au mur de ma vie. « T'es magnifique », il a dit. Puis il s'est repris. « Non, t'es solide. Personne ne m'avait jamais dit ça un jour où j'étais censée être belle. » Et c'était exactement le bon mot. Il s'est assis dans le coin à côté de Madame Renard. Ces deux-là, 61 et 68 ans, comme la garde du corps la plus improbable de l'histoire du mariage. À midi, j'ai regardé par le rideau du côté de la salle. Le côté de Julien était plein. Oncle, tante, cousin, collègues de son bureau d'études. Le côté du mien était plus petit mais pas vide. Madame Renard au premier rang. Alexis et les amis. Les 7 femmes de l'atelier potager du samedi matin, dont 3 pleurèrent déjà et la cérémonie n'avait pas commencé. 2 clientes devenues amies. Ma comptable Gloria qui m'avait dit un jour que mes bilans trimestriels lui donnaient envie de travailler. Et puis au dernier rang, tout à droite, 3 silhouettes. Mon père en costume sombre, les yeux sur ses chaussures. Ma mère assise rigide, sac à main sur les genoux, comme un bouclier. Et Élise dans une robe légèrement trop habillée pour une grange en plein air d'octobre, qui scrutait la salle avec l'expression de quelqu'un qui cherche les issues de secours. Ils étaient venus. Mon estomac s'est contracté, pas par peur, par ce réflexe stupide que le cœur a parfois. Peut-être qu'ils sont là pour réparer quelque chose. Puis j'ai vu ma mère pencher la tête vers mon père et lui chuchoter quelque chose. Il a hoché la tête sans lever les yeux. Et j'ai su. Ils n'étaient pas là pour moi. Ils étaient là pour pouvoir dire qu'ils y étaient.
J'ai laissé retomber le rideau. Je me suis retournée vers la salle. Sophie ajustait son bouquet. Robert s'époussetait la manche. Madame Renard relisait une dernière fois la lettre de Madeleine que je lui avais montrée le matin. La coordinatrice a passé la tête. 15 minutes. La musique a commencé à 13h pile. Un quatuor à cordes qu'un ami de Julien avait trouvé. Quelque chose de doux, ascendant. Je ne connais pas le titre, mais ça ressemble à de la lumière qui traverse des feuilles. Les demoiselles d'honneur sont parties les premières. Alexis, Sarah, Sophie en dernier. Elle s'est arrêtée à la porte et m'a regardée. Elle a cliqué des yeux. Puis elle a avancé et l'allée l'a avalée dans la lumière blanche. Silence. Ce bref silence retenu où 200 personnes se figent en même temps, et le seul son est le vent par les côtés ouverts de la grange. La coordinatrice m'a touché le bras. Prête. J'ai ouvert la pochette. J'ai sorti la lettre de Madeleine. J'ai relu la dernière ligne. Les gens qui se présentent sont ta vraie famille. Je l'ai pliée. Refermé la pochette. Robert s'est placé à côté de moi. Il a proposé son bras. Sa manche était impeccable, mais sa main était la même. Rugueuse, chaude, calleuse par 40 ans de travail pour des gens qu'il aimait. J'ai posé ma main sur son avant-bras et j'ai senti la solidité d'un homme qui ne tremble pas. Ça va. C'était une question, mais il ne la posait pas comme une question. Ça va. Alors, on va leur montrer ce que ça veut dire. Se présenter. Les portes de la Janre, de la grange, se sont ouvertes. La lumière d'octobre est entrée d'un coup. Soleil bas, doré, qui attrapait les poussières en suspension comme si quelqu'un avait semé du givre à la main. 200 têtes se sont retournées. Et nous voilà. Robert Moreau et Camille Fournier. Un ébéniste et une paysagiste. Aucun lien de sang. Exactement là où on devait être. J'ai senti sa main couvrir la mienne sur son bras. Ferme, chaude, le grain rugueux de décennies de travail pressé contre ma peau. Il a fait le premier pas, et je l'ai suivi. Je n'ai pas regardé le dernier rang. Je n'en avais pas besoin. J'ai regardé Madame Renard au premier rang, les yeux brillants. Sophie à l'autel, main sur la bouche. Les mamans de l'atelier potager, dont 3 s'épongeaient déjà les joues. Et puis Julien. Il se tenait au bout de l'allée, les mains le long du corps, les yeux remplis. Il a hoché la tête vers son père. Un seul hochement. Pas un salut. Un merci. Et le moment était déjà parfait. Au dernier rang, on m'a dit plus tard, mon père s'était à moitié levé, puis s'était ravisé, s'était rassis. Élise regardait droit devant, avec cette expression que Madame Renard décrirait plus tard comme une femme qui regarde une porte se fermer sans pouvoir l'ouvrir. On a atteint l'autel. L'officiant souriait. Une femme, cheveux courts, voix qui donne le sentiment que tout ira bien, même quand ce ne sera pas le cas. Qui présente cette femme ? Robert a toussé. Il n'est pas un homme de foule. Il construit pour elle. Il répare leurs choses. Il les nourrit le dimanche et les renvoie chez elle avec des restes. Mais il ne leur parle pas. Aujourd'hui, il l'a fait. Sa famille. Une pause. Puis plus doucement, comme si c'était à moi qu'il le disait plutôt qu'à la salle. Nous tous qui sommes là. La salle a expiré. J'ai entendu un sanglot discret depuis le premier rang. Madame Renard. Gloria, la comptable, utilisait son programme comme éventail et comme mouchoir en même temps. Sophie avait déjà sacrifié son mascara. Robert s'est tourné vers moi. Il a pris mes 2 mains et les a serrées une fois. Ses paumes étaient rugueuses. Toujours. Va te marier, gamine. Il a posé ma main dans celle de Julien, a reculé d'un pas, a marché jusqu'au premier rang, côté allée centrale. S'est assis sur la chaise avec son prénom dessus, la chaise que mon père aurait dû occuper. Julien s'est penché et m'a dit 2 mots. Merci papa. Robert a hoché la tête, a croisé les mains sur ses genoux. J'ai vu de la sueur sur sa manche droite. Il était venu directement de l'atelier. Il venait toujours directement de l'atelier. La cérémonie a commencé. Quand les vœux sont arrivés, j'ai dit ce que j'avais écrit dans l'atelier 2 jours plus tôt. Je te choisis,
toi et je choisis la famille qu'on construit, pas celle qu'on nous a donnée, celle qu'on fait avec nos mains, chaque jour, depuis le sol. Julien a dit ses vœux. Je ne me souviens pas des mots exacts. Je me souviens de ses yeux. On s'est mariés à 13h27. La réception a commencé à 14h. Les tables déplacées, les guirlandes allumées. Un groupe jouait quelque chose d'acoustique. Les gens dansaient. Antoine, le fils d'Élise, 3 ans, courait entre les tables en poursuivant un ballon qui avait échappé à son point d'ancrage. À 15h, Robert s'est levé pour son toast. La salle s'est calmée comme elle se calme quand elle sent que quelque chose de vrai va arriver. Je vais faire court parce que Julien m'a dit que si je parlais plus de 2 minutes, il me ferait sortir avec un trombone. Rire. Il a tenu son verre. La première fois que Camille est venue banner à la maison un dimanche, j'avais une fougère sur le rebord de la fenêtre. Elle mourait depuis 1 an. J'avais abandonné. Elle est entrée, l'a regardée, et en 10 minutes, elle l'avait rempotée, déplacée vers une autre fenêtre, et m'avait expliqué que j'arrosais trop. Il m'a regardée. J'ai compris ce jour-là que n'importe quelle femme qui sauve une plante mourante sans qu'on lui demande est aussi le genre de femme qui sauve un vieil homme de manger seul tous les dimanches. La salle a explosé. Applaudissements. Larmes. Sophie était debout à claquer des mains. Madame Renard avait les siennes croisées sur la poitrine. Les gens ont commencé à se parler autour de moi. Pas à moi directement, mais de façon à ce que j'entende. Elle a conçu le jardin de la médiathèque, vous savez. Elle fait des ateliers gratuits pour les mamans le samedi matin. Mon travail, qui parlait pour lui-même. Dans une salle pleine de gens venus parce qu'ils avaient choisi d'être là, pendant que ma famille restait à une table de coin sans rien dire. Mon père est venu me trouver à la table des desserts. Je découpais le gâteau au citron, mon choix, pas celui de ma mère, quand j'ai senti quelqu'un s'approcher de trop près, sur ma gauche. Je savais que c'était lui avant de me retourner. Il sentait l'aftershave qu'il porte depuis que j'ai 7 ans, que je faisais 7 ans. Camille. Je me suis retournée. Il tenait un verre d'eau. Pas de champagne, de l'eau. Ses yeux étaient rouges sur les bords. Cet homme, il a fait du bon travail. Son nom, c'est Robert. Mon père a hoché la tête. Robert. Oui, il a fait du bon travail, là-haut. Il l'a fait, oui. Silence. Il a regardé le gâteau, la table, n'importe quoi, sauf mon visage. J'aurais voulu dire que je suis désolée. Je l'ai regardé. Pas avec colère. Pas avec pardon non plus. Juste ce regard plat et clair de quelqu'un qui a passé 32 ans à regarder un homme choisir le chemin de moindre résistance. Désolée de l'avoir manqué, j'ai dit. Ou désolée que tout le monde l'ait vu. Il a eu un léger tressaillement. Avant qu'il puisse répondre, ma mère était là, main sur son coude, qui le guidait ailleurs, de la façon dont elle le guide toujours, fermement, comme on manœuvre un chariot. Elle s'est penchée vers moi en passant. « Ne fais pas de scène, Camille. » Je coupais du gâteau, maman. « C'est toi qui fais la scène. » Elle est repartie. Mon père l'a suivie. Il la suit toujours. La danse était à 16h. Pas une danse père-fille. Une danse Robert et moi, sur le sol en bois de la grange, sous les guirlandes, sur une reprise acoustique de la chanson que Julien avait choisie, quelque chose que ses parents dansaient à leur mariage et que Robert pouvait encore fredonner de mémoire. Robert danse de la façon dont il construit, avec attention à l'endroit où ses pieds vont. Il tenait ma main dans la sienne et gardait son autre main sur mon épaule, pas sur ma taille, parce que Robert est le genre d'homme qui respecte les limites, même à un mariage. Je marche sur les pieds. Il m'avait prévenu. Je sais, Julien me l'a dit, ce garçon a aucune loyauté. J'ai ri. La salle a ri. 200 personnes qui regardaient un ébéniste danser avec une paysagiste et qui sentaient quelque chose de vrai sous la musique. Au coin de la table, Élise regardait. Sébastien n'était pas là. Un voyage d'affaires. Ou c'est ce qu'elle avait dit à ma mère. La chaise à côté d'elle était vide, et elle tenait une flûte de champagne comme si elle lui devait quelque chose. Madame Renard s'est levée et est allée s'asseoir à côté d'elle. Pas hostile, pas chaleureuse non plus, juste présente. Madeleine aurait été tellement fière de Camille aujourd'hui. Elle aurait été fière de vous deux, Élise, si tu l'avais laissée arriver.
Les yeux d'Élise se sont remplis. Elle a posé le verre, s'est levée, a traversé la salle vers les toilettes. Elle y est restée 15 minutes. Quand elle est ressortie, son maquillage était refait, mais ses yeux étaient gonflés. Ses mains tremblaient un peu, comme à Noël. J'ai vu tout ça depuis la piste de danse. Je n'ai pas traversé la salle pour aller vers elle. Je n'ai envoyé personne. J'ai continué à danser avec Robert. Certaines portes se ferment parce qu'on les ferme, d'autres parce que la personne de l'autre côté a arrêté de les tenir ouvertes. Je n'ai pas vu mes parents partir. Sophie m'a dit plus tard qu'ils s'étaient éclipsés vers 17 heures, entre le découpage du gâteau et le lancer du bouquet. Comme on quitte une fête à laquelle on n'était jamais vraiment. Le trajet du retour entre la Grange et Dijon a pris 40 minutes. Madame Renard l'a su par sa voisine, qui a entendu ma mère raconter à sa sœur. Ni l'un ni l'autre n'a parlé pendant les 20 premières minutes. Puis mon père a dit quelque chose. Cet homme lui a fabriqué une étagère. Isabelle l'a regardée, en chaîne, avec ses initiales gravées à l'intérieur. Julien me l'a dit ce soir. Robert l'a fabriquée il y a 3 ans sans qu'on lui demande. Isabelle a regardé la route. La dernière fois qu'on a fabriqué quelque chose pour elle, c'était quand? Pas de réponse. La nationale longe le canal entre les deux villes. De l'eau plate, des arbres sombres, le genre de route qui donne trop de temps pour penser. Elle ne m'a même pas regardée. Mon père a dit doucement. Quand elle a marché dans l'allée, elle ne m'a même pas cherché dans la salle. Et elle avait raison. Isabelle n'a rien dit. Mon père a garé la voiture dans l'allée. Isabelle est entrée. Mon père est resté dans la voiture. La lumière du garage était encore allumée du vendredi soir. La photo de Camille à 12 ans, avec la tomate, était toujours sur le panneau à outils. La serre était partie depuis des années, mais les marques dans la pelouse où elle se tenait étaient encore faintement visibles dans l'obscurité. Certaines choses laissent des contours même après avoir été enlevées. Il a vérifié son téléphone. Aucun message de Camille, aucun message à venir. Il est entré et a fermé la porte. Le lundi matin, 2 jours après le mariage, j'ai ouvert l'atelier à 7 heures. Commande sur l'établi. Conception du jardin sensoriel pour l'aile pédiatrique de l'hôpital de Dijon. 1100 mètres carrés. Des plantes pour les enfants en convalescence. Des jardins de texture. Des choses à toucher, à sentir, à tenir. Julien a apporté le café à 8 heures. Noir. 6 boulettes sur le rebord de la fenêtre encore vivantes. Robert est arrivé à 9 heures, avec un plateau à découper qu'il finissait depuis des semaines. Merisier avec une bande centrale en noyer. Pour les jeunes mariés, il a dit, comme s'il n'avait pas marché à mon côté 48 heures plus tôt. Comme si c'était juste un samedi normal. J'ai posé le plateau sur l'établi à côté de l'étagère, qu'il avait fabriqué 3 ans plus tôt. Même homme, même main, même présence, sans qu'on demande. Mon téléphone a vibré à midi. Un message de mon père. On peut se parler. Je l'ai lu. J'ai posé le téléphone face contre la table de travail. J'ai ouvert les plans du jardin hospitalier. J'ai commencé à tracer le chemin sensoriel. Romarin pour la mémoire. Lavande pour le calme. Menthe pour l'énergie. Des plantes qui donnent quelque chose rien qu'en étant là. La serre que j'avais construite à 14 ans faisait 2,10 mètres et nourrissait une famille. Celle-là ferait 1100 mètres carrés et aiderait des enfants à guérir. J'ai pris mon crayon. J'ai tracé la première ligne du chemin, puis la deuxième, puis les bordures des massifs, puis l'arche d'entrée. Par la fenêtre de l'atelier, la lumière d'octobre traversait le verre et attrapait les lettres gravées sur le panneau intérieur de l'étagère. CM, assez petit pour rater, assez profond pour durer. Je n'ai pas répondu au message. J'avais du travail. 2 semaines après le mariage, Élise a appelé. J'étais sur le chantier du jardin hospitalier en train de prendre des mesures de drainage quand son prénom est apparu sur mon écran. J'ai failli laisser sonner dans le vide. Presque. Mais quelque chose, peut-être le reste de la fille qui avait réparé la charnière de la serre 2 fois parce qu'elle croyait que les choses pouvaient être réparées, m'a fait décrocher.
Camille, je suis là. Long silence, assez long pour vérifier si la ligne avait coupé. Sébastien est parti. J'ai posé mon maître. Il a pris ses affaires la semaine dernière, pendant que j'étais aux courses. Il a laissé un mot sur le plan de travail. J'ai attendu. La respiration d'Élise était irrégulière. Pas de pleurs, pas le genre qu'elle joue pour nos parents, non. Quelque chose de plus calme. Le bruit d'une fissure qui atteint la surface après avoir voyagé longtemps dans les murs. Je croyais que si je gardais maman et papa tournés vers moi, ça comblerait le vide. Sébastien n'était plus là. Les enfants n'étaient pas suffisants. Il me fallait être au centre de quelque chose. Et ton mariage était sur mon chemin. Ton bonheur était sur mon chemin. J'ai laissé ça s'asseoir dans le silence. Je ne l'ai pas consolé. Je ne l'ai pas attaqué. Je me suis tenue sur un chantier, avec de la boue sur les bottes, et j'ai tenu le téléphone et j'ai écouté ma sœur dire enfin ce qu'elle avait caché derrière la manipulation depuis des années. Élise, j'espère que tu trouves ce dont tu as besoin. Vraiment. Mais je ne suis plus ton coussin émotionnel. Je ne peux pas être ce sur quoi tu t'appuies pendant que tu me pousses vers le bas. Elle a pleuré doucement. Je l'ai laissé faire. Puis j'ai dit au revoir et je suis retournée à mes mesures. Une lettre est arrivée la semaine suivante. Manuscrite. L'écriture de mon père, petite, penchée, postée de Dijon. Je l'ai ouverte dans l'atelier, debout à côté de l'étagère. Camille, j'aurais dû te conduire à l'hôtel. Je le savais quand Élise me l'a demandé. Je le savais quand ta mère m'a dit que tout irait bien. Je le savais quand je me suis assis au dernier rang et que j'ai regardé un autre homme faire ce que j'aurais dû faire. J'ai choisi de travers. J'ai choisi de travers toute ta vie et je me suis dit que c'était plus simple ainsi. Ce n'était pas plus simple. C'était de la lâcheté. J'ai laissé ta sœur utiliser ses enfants comme une barrière entre nous. J'ai laissé ta mère m'expliquer que garder la paix, c'était la même chose qu'être un bon père. Ce n'est pas la même chose. Garder la paix voulait dire te tenir à distance. Et je l'ai fait parce que j'avais trop peur de ce qui se passerait si je résistais. Robert a mérité ce que j'ai jeté. Il s'est présenté. Moi non. Je n'attends pas que tu me pardonnes. Je ne crois pas que je me pardonnerai non plus. Mais je veux que tu saches que la photo de toi avec la tomate est toujours sur mon mur. Et je voudrais avoir dit il y a longtemps ce que j'aurais dû dire 1000 fois. Je suis fière de toi, Camille. Je l'ai toujours été. J'étais juste trop faible pour le dire à voix basse haute. Papa, je l'ai lu 2 fois. Je l'ai plié. Mise dans le tiroir de l'établi, à côté de la lettre de Madeleine. 2 lettres, 2 poids très différents. Je n'ai pas répondu. Pas tout de suite. Peut-être un jour. Je ne sais pas encore. Je pensais autrefois que la famille, c'était les gens avec qui on partageait un nom, une table, un arbre généalogique. Je ne pense plus ça maintenant. La famille, c'est l'homme qui conduit 40 minutes jusqu'à ton atelier un samedi pour réparer une charnière que tu ne lui as pas demandé de réparer. C'est une lettre dans une enveloppe jaunie d'une femme qui a attendu 11 ans dans la mémoire d'une autre. C'est quelqu'un qui dit quand tu as besoin de moi avant même que tu aies fini de formuler la demande. Les gens qui se présentent, c'est ça, c'est tout. Il y a quelques mois de ça maintenant. Le jardin sensoriel de l'hôpital avance bien. Le chemin en romarin est planté, la haie de lavande aussi. Il y a un coin avec de la menthe fraîche et une table basse pour les enfants qui n'ont pas encore assez de force pour marcher longtemps. J'y passe 2 matinées par semaine. Parfois Robert vient et répare quelque chose sans qu'on lui demande. Un banc dont la vis s'est desserrée. Un arrosoir que quelqu'un avait laissé rouiller. Je pense à cette semaine d'octobre souvent. Pas avec amertume, plus avec cette espèce de clarté qu'on gagne quand on a finalement arrêté de regarder une porte qu'on espère voir s'ouvrir. Et ce que je retiens, c'est pas la trahison. C'est les feuilles de chêne dans la boutonnière. L'assure sur la manche droite. Le mot gamine dit de la façon dont les bons pères disent le prénom de leurs enfants. Avec la certitude que vous valez quelque chose. Avec la certitude qu'on est là. Ce sont les gens qui se présentent. Voilà la famille que j'ai.